Bonjour, bienvenue, bonjour tout le monde. Ça nous fait tellement plaisir de vous accueillir avec nous. C'est déjà le dernier webinaire d'une série de trois pour aborder les grandes questions sur l'intelligence artificielle en éducation qui est présenté par le réseau EdCan en collaboration avec l'École branchée et de DAIS. La première et la deuxième session de ce webinaire sont bien entendu disponibles en rediffusion. Ma collègue Nicole, dans le clavardage, va vous partager les liens pour aller voir les résumés sous forme d'articles qui ont été réalisés après nos échanges. Vous aurez le premier sur la thématique des questions éthiques et le deuxième abordait les compétences à développer chez les élèves. Moi, j'ai l'honneur d'être votre animatrice. Je suis Stéphanie Dionne de l'École branchée. Pour mettre la table, vous le savez, l'intelligence artificielle a été démocratisée en novembre 2022, offrant d'immenses possibilités pour améliorer l'enseignement et l'apprentissage tout en soulevant des grandes questions sur l'avenir de l'éducation. Pour commencer, je vais inviter Charlotte Demers-Landry, qui est gestionnaire des programmes au réseau EdCan, à vous adresser quelques mots pour vous souhaiter la bienvenue. Merci Stéphanie. Bonjour tout le monde, merci d'être là. Le réseau EdCan est un réseau pan-canadien qui réunit les professionnels des milieux scolaires et on transforme la recherche et les idées émergentes en pistes d'action concrètes pour soutenir l'apprentissage et le bien-être. Nous le faisons en offrant gratuitement des outils, des ressources éducatives et des événements qui appuient la mise en pratique. Rejoignez une communauté engagée et accédez à encore plus de ressources en devenant membre du réseau EdCan. J'ajouterai quelques liens à ce sujet dans le clavardage. À toi, Stéphanie. Merci, Charlotte. Je vais inviter ma merveilleuse collègue Audrey Miller, qui est directrice générale de l'École branchée, à vous adresser quelques mots. Merci beaucoup. Merci à tout le monde d'être avec nous aujourd'hui pour ce troisième webinaire de la série. Merci encore au réseau EdCan aussi pour l'initiative à laquelle l'École branchée est toujours très fière d'être associée. Depuis 30 ans, notre organisme accompagne le personnel scolaire à travers les grandes transformations du système éducatif et particulièrement en lien avec le numérique. Ce qu'on observe actuellement avec l'intelligence artificielle, ça dépasse largement l'arrivée d'un nouvel outil. C'est une transformation qui est profonde des repères sur lesquels repose l'école, rien de moins. Et parmi ces repères qui sont particulièrement impactés, on compte bien sûr les pratiques d'enseignement et d'évaluation, qui sera le thème au cœur des échanges d'aujourd'hui. Et en tant que média spécialisé, l'école branchée joue un rôle d'influence actif pour appuyer les milieux à ce sujet, en effectuant une veille constante des pratiques, en vulgarisant l'information et en fournissant des outils pour soutenir ces grandes transformations. De plus, nos enseignants, directions, conseillers pédagogiques et leaders membres peuvent bénéficier d'encore plus de ressources, dont la revue professionnelle, des formations et des idées d'activités pour la classe qui permettent de développer un langage commun, d'aborder des défis avec confiance. Je vous invite à vous connecter à nous d'ailleurs aujourd'hui en devenant membre pour vous-même ou pour toute votre école. Et je vous précise aussi que l'école branchée est un service bidirectionnel. Vous pouvez donc nous envoyer vos nouvelles, des nouvelles de vos milieux et même publier des textes vous-même si vous voulez. N'hésitez pas à faire connaître vos idées, faire briller vos milieux. Car plus que jamais, il faut nourrir tous ensemble une culture d'innovation qui est à la fois ambitieuse et éclairée au service de la réussite et de l'épanouissement des élèves. Et c'est tout l'intérêt des discussions d'aujourd'hui. Donc, merci à tout le monde d'être là, de faire avancer cette réflexion essentielle. Je vous souhaite un bon webinaire. Merci Audrey, c'est vraiment si bien dit à travers les enjeux qu'on vit aujourd'hui dans le milieu de l'éducation. J'invite maintenant Christelle Tessonneau du DAIS à vous adresser quelques mots. À toi, Christelle. Merci Stéphanie. Salut tout le monde. Je viens du DAES. Nous sommes un groupe de réflexion en politique publique et de leadership basé à l'Université métropolitaine de Toronto. Nous travaillons à l'intersection de la technologie, de l'éducation, de la démocratie afin de bâtir une prospérité partagée et une citoyenneté forte au Canada. Alors que l'IA transforme déjà les façons d'apprendre, de travailler, de participer à la vie démocratique, il est essentiel de réfléchir au savoir, aux aptitudes et à l'esprit critique que l'école doit aujourd'hui cultiver. C'est dans cet esprit que nous sommes très heureux de co-organiser ce webinaire consacré aux pratiques d'enseignement et d'évaluation, pardon,
À travers nos travaux, notamment notre initiative Heads Up, nous cherchons à soutenir une adoption réfléchie des technologies en milieu scolaire, centrée sur l'intérêt des élèves, des éducateurs et de la société dans son ensemble. Nous espérons que les échanges d'aujourd'hui nourriront votre réflexion et contribueront à une conversation constructive sur l'avenir de l'éducation dans l'ère de l'IA. Merci d'être parmi nous et je vous souhaite un excellent webinaire. Merci énormément, Christelle. Donc, là, vous avez remarqué, vos micros sont fermés, mais j'ai envie que vous fassiez tous partie de l'échange. Je vous invite à mettre le feu dans le clavardage, échanger avec nous, partager vos pratiques. Vous pouvez même commencer par vous présenter et je vous le dis, ce qui est présenté chaque fois dans le clavardage, on s'en inspire à l'école branchée pour rapporter quelques exemples que vous avez échangés dans nos articles résumés. Donc, c'est mon invitation pour vous tout au long de l'échange aujourd'hui. La grande question qui nous intéresse ce midi, c'est comment l'IA transforme-t-elle les pratiques d'enseignement et d'évaluation, permettant aux élèves de développer les compétences pertinentes. Lors du dernier webinaire, particulièrement, nos invités spéciaux ont rapporté l'importance de développer les compétences, entre autres, transversales, la collaboration, la capacité d'adaptation, la tolérance à l'ambiguïté, l'agentivité, ont été jugées essentielles pour faire face à quand même un certain niveau d'incertitude auquel on vit aujourd'hui avec l'intelligence artificielle. On a parlé beaucoup aussi de développer le jugement critique en se rappelant qu'il repose autant sur des connaissances solides que sur des compétences cognitives et socio-émotionnelles. Donc, c'est le moment maintenant que la table est bien mise de vous présenter nos invités spéciaux pour aborder cette grande thématique d'aujourd'hui. Là, je leur ai demandé de vous présenter une phrase d'inspiration pour, d'entrée de jeu, vous faire connaître un peu leur point de vue par rapport à ce grand sujet d'aujourd'hui. Mon premier invité a été enseignant de français et directeur. Il est aujourd'hui auteur, coach, conférencier, reconnu dans le milieu de l'éducation. Moi, j'ai eu la chance, l'honneur et le plaisir de co-animer avec lui une série Leader à l'ère du numérique, un sport d'équipe. C'est un collaborateur depuis longtemps de l'école branchée. Je vous présente Marius Bourgeois. Hey, bonjour tout le monde. Merci pour cette belle introduction, Stéphanie. Quel plaisir de réfléchir à ça. Ça bouscule l'IA. On est présentement en train de prédire tout ce que ça va avoir comme impact. Ma petite phrase d'inspiration, je ne veux pas prendre trop de temps. Petite phrase d'inspiration, c'est sûr que c'est tout le monde est un leader. Donc, je pense que comme être humain, on est tous capables et responsables d'agir dans le meilleur intérêt des humains qui nous sont confiés. À une époque où la preuve d'apprentissage est bousculée, nos façons de faire sont appelées à être révisées et on est capable de relever ce défi-là ensemble avec les discussions qu'on va avoir ensemble à partir de maintenant. La question que j'ai le goût de déposer, c'est sommes-nous prêts à ressentir, parce que ça suscite des émotions, tout ça. Sommes-nous prêts à faire preuve d'humilité et de curiosité? Merci. J'adore, avec sa voix apaisante qui nous amène dans une introspection qu'on aime explorer. Merci, Marius. Mon prochain invité, il est conseiller pédagogique au Conseil des écoles catholiques du Centre-Est. Il fait présentement un doctorat à l'Université de Toronto sur le développement de l'enfant et il anime le balado ingénieux pédagogique avec ses collègues. Et bientôt, Martin, je pense que tu vas accepter que je le dise parce que c'est un grand événement. Bientôt, deuxième fois, papa. Merci d'être avec nous, Martin Parent. Mais- Merci beaucoup de m'accueillir. Puis je veux dire comme Marius, c'est vraiment un honneur de pouvoir participer à ces conversations-là sur à la fine pointe du monde de l'éducation, du monde point. Mais particulièrement en éducation, ça vient nous bousculer un petit peu. Mais bon, je pense on va avoir des pistes de réflexion ensemble. La citation que moi je prends ou la phrase inspirante, c'est en fait un titre d'un chapitre de livre par deux chercheurs que j'estime beaucoup, soit Robert Bjork et Elizabeth Bjork, qui sont des chercheurs psychologues à l'université de UCLA. Et puis j'ai traduit leur titre. Et puis ça va comme suit. Se compliquer la tâche, mais de manière constructive.
créer des difficultés souhaitables pour améliorer l'apprentissage. Alors, pour moi, c'est une phrase qui m'oriente beaucoup quand je pense à l'intelligence artificielle. Ça m'oriente beaucoup en général, en pédagogie, en éducation, mais particulièrement quand on pense à l'intelligence artificielle, euh, on a la chance de réfléchir à c'est quoi des difficultés souhaitables où l'IA peut peut-être amplifier l'apprentissage ou les processus d'apprentissage. Puis c'est quoi des difficultés qui sont peut-être un peu moins souhaitables dans nos contextes d'éducation, où est-ce que l'IA pourrait peut-être enlever ces difficultés moins souhaitables-là, enlever ces barrières-là pour améliorer l'apprentissage. J'aime ça. C'est effectivement un bon guide à garder dans nos réflexions. Et j'enchaîne avec le prochain invité, qui est conseiller pédagogique Récit au Centre de services scolaires des Mille-Îles, où il porte le dossier de l'intelligence artificielle et il anime également le balado L'intention pédagogique. Aujourd'hui, on lui permet d'élargir sa grande famille avec laquelle il a l'habitude de parler d'intelligence artificielle. Donc, j'accueille Alexandre Bazinet. Bonjour à tous. Ouais, d'habitude, je parle de ça chaque semaine avec des dizaines de profs, mais là, ça élargit un peu. Je suis très content. Merci de l'occasion. Ma citation, c'est une citation de Jacques Tardif qui dit, quand on évalue des connaissances, on craint l'IA. Quand on évalue des compétences, on l'utilise à son plein potentiel. Puis je me suis rendu compte que ça mettait un mot, une belle phrase bien dite sur un peu mon approche avec tout ça. Donc, on va avoir l'occasion d'en reparler un peu plus tard. J'aime ça. Merci, Alexandre. Fait qu'on va être complet avec mon prochain invité, qui est professeur à l'Université de Montréal, directeur du groupe de recherche interétablissement sur l'intégration pédagogique des technologies de l'information et des communications, le GRIPTIC, et responsable de l'axe numérique et chercheur régulier au Centre de recherche interuniversitaire sur la formation et la profession enseignante, le CRIFPE. Sac à papier, je l'ai-tu bien dit, tout ça, hein? Fait que j'accueille avec nous Normand Roy. Merci beaucoup, en fait, Stéphanie. Ouais, désolé pour les acronymes. Là, on aime bien ça à l'université, les acronymes. Bien heureux d'être avec vous. Là, j'espère pouvoir partager des choses intéressantes puis d'ajouter. Quand Stéphanie nous a demandé un peu de trouver une phrase, en fait, là, j'ai réfléchi quelle langue. Toujours difficile de dissocier enseignant, élève, là, mais pour moi, en fait, le cœur reste quand même l'humain. Donc, peut-être ma phrase d'inspiration, c'est même si on peut déléguer une tâche à l'IA, l'apprentissage, c'est pas un produit de l'IA qui peut livrer. C'est un processus que l'élève doit vivre, en fait. Donc, pour moi, de remettre ça, de centrer ça sur l'humain, là, l'école de demain, elle ne doit pas automatiser l'apprentissage, elle doit au contraire mettre l'humain au centre de tout ça. Pensez-y, essayez, si je vous demande quelle requête vous avez posée à ChatGPT la semaine passée, on s'en rappelle probablement pas. Mais je me rappelle la conversation que j'ai eue avec mon collègue sur un sujet, puis je suis capable de vous dire de quoi j'ai parlé. Donc, ça vraiment montre vraiment l'importance que va avoir l'école de demain dans l'apprentissage, dans l'enseignement. C'est pas tant de déléguer à l'IA qu'on veut, c'est de se recentrer sur l'humain, les processus d'apprentissage, puis qu'est-ce que nos jeunes apprennent. Merci tellement, Normand Roy. Je trouve que ça termine très, très bien ce premier tour de présentation. Et à l'école branchée, on le dit depuis longtemps, là, les enjeux à l'ère du numérique, entre parenthèses, et de l'IA sont d'abord humains et relationnels. Et je trouve que vous avez chacun bien centré, dans le fond, votre esprit à travers l'humain finalement. Le premier bloc, là, pour commencer, le premier échange, là, c'est sûr que là, la montée de l'intelligence artificielle, ça met en évidence l'importance de développer plusieurs compétences là, qu'on peut dire du 21e siècle chez les élèves, mais aussi en parallèle avec la littératie de l'IA, là, connaître ce que c'est l'intelligence artificielle. Là, j'ai envie qu'on puisse, dans ce premier tour-là, parler davantage de comment ça, justement, influence la pratique enseignante, puis on va étirer vers l'évaluation. Je vais commencer avec Alexandre. Comment, justement, l'intelligence artificielle doit accélérer ces réflexions pédagogiques-là, puis influencer les pratiques des enseignants? Comme je disais tantôt, là, Bon. je rencontre beaucoup de profs, tu sais, qui viennent, qui sont un peu, tu sais, ils arrivent et ils savent plus par quel bout prendre ça. L'intelligence artificielle, ça concerne tous les domaines de la société, ça concerne tous les jobs, ça concerne tout un peu. Fait que là, même les profs qui étaient zéro numérique, moi, d'habitude, je donne des formations qui sont toujours en lien avec le numérique. Même ceux qui n'ont jamais trop touché à ça ou juste qu'est-ce qu'ils étaient obligés de faire, là. Mais là, ils sentent que c'est important, puis ils viennent, mais ils sont un peu, tu sais, ils sont à l'aide, là, tu sais. Ce que je leur explique, c'est que
c'est assez facile à utiliser. Tu sais, tu veux quelque chose, tu le demandes, tu as un résultat, tu n'es pas content, tu le redemandes. Il faut prendre les choses une par une. Faut pas tout prendre d'un coup puis tout ça. Mais ça vient vraiment profondément transformer les pratiques, à mon avis, parce que ça donne, il y a un potentiel pédagogique extraordinaire. Tu sais, si on se rappelle quand ChatGPT est arrivé, il y a eu la première discussion qu'il y a eu autour de ça en lien avec l'éducation, c'était les élèves vont tricher. Puis je me rappelle que ça m'avait frappé parce qu'on voyait pas tout de suite le potentiel pédagogique de cette affaire-là. C'était juste les élèves vont tricher. Puis je me demandais ce que ça voulait dire comme institution. Tu sais, qu'est-ce que ça voulait dire de l'éducation comme institution? Que tout de suite, ce dont on se méfie, c'est justement c'est la triche, les élèves travailleront plus, ils apprendront plus, puis tout ça, au lieu de voir une espèce de potentiel. Une manière d'illustrer ça, c'est que je suis en train de lire un livre compliqué. J'utilise l'IA pour me faire aider à chaque chapitre, pour aller plus loin, comprendre le texte, tout ça. Je finis par lire beaucoup plus. Je travaille fort. Tu sais, j'utilise l'IA pour faire plus, pas pour gagner du temps, pas pour faire à ma place. Mais je pourrais me faire résumer chaque livre puis avoir genre, sensiblement l'impression d'une illusion d'apprentissage, une illusion de lecture. J'essaie d'expliquer ça aux profs parce qu'après ça, ils peuvent appliquer ça dans leur domaine, tu sais, dans leur quotidien, tu sais, de se l'approprier tranquillement. Fait que le côté technique est très facile à comprendre. Ce qu'il faut se mettre comme dans un état d'esprit où il faut travailler. Puis mes collègues, en se présentant, ils ont commencé à aborder ce coup-là. La- on peut travailler plus avec l'IA, on peut travailler mieux, on peut faire plus. Ça peut être le fun. Fait que j'arrête là pour l'instant, mais j'ai l'impression qu'on va revenir là-dessus quand même. Définitivement. Mais là, tu sais, juste pour aller un petit peu plus loin avec le premier réflexe où on s'est demandé est-ce que les élèves vont tricher davantage ou ça va être plus facile de tricher finalement. Est-ce que tu t'es rendu compte que dans le milieu de l'éducation, on mettait trop d'emphase sur justement la note et le résultat et pas suffisamment sur le processus d'apprentissage? Est-ce que ça faisait partie de Exactement. tes constats? Oui. Oui, oui, complètement. Puis ça nous oblige, dans plein de domaines, l'IA est un révélateur. Des choses c'était sur statu quo depuis longtemps. Par exemple, l'examen final en français secondaire 5, tu sais, l'IA fait ça en 30 secondes, là, tu sais, en 2 secondes, fait que ça enlève du sens. Ça ne veut pas dire qu'il faut plus faire cet examen-là, tout ça. Mais pour l'élève, il y a un sens à aller chercher qui est pas nécessairement évident, tu sais. Puis on fait ça depuis des années sans trop remettre en question cette affaire-là. Mais on n'est pas en train de parler de plaisir d'écrire, mettons. Tu sais. Cette affaire-là va quand même falloir le partager, va quand même falloir Puis l'IA, peut-être qu'elle va nous dégager d'avoir à faire aspect 1, aspect 2, aspect 3, sujet amené, posé, divisé. On va pouvoir laisser ça de côté éventuellement, puis apprendre à écrire pour réfléchir, apprendre à écrire pour s'amuser, pour mieux communiquer, tout ça. Fait que c'est un révélateur dans plein d'aspects. Puis cette affaire-là de la note, là, la compétition, tu sais, la hiérarchie, le cadre, tout ça, ben, ça vient révéler. Le plaisir d'être ensemble, il est là, tu sais, on peut se demander, tu sais, il y a plein de profs qui disent, est-ce que ma valeur va être encore là? Est-ce que l'IA va me remplacer? Je dis, voyons, tu sais, vous êtes des humains, là, ça va bien, là. Tu sais, faut savoir pourquoi on fait ça, tu sais. Moi, je me rappelle, j'expliquais à mes élèves que j'aime ça savoir des choses parce que ça me donne plus de sources de joie dans la vie, tu sais. Il y a un nouveau film de Wes Anderson qui sort. Vous autres, vous vous en foutez. Moi, j'ai de la joie, tu sais. Fait que c'est à ça que ça sert la culture, c'est à triper, c'est à avoir du fun dans la vie, tout ça. C'est ça que tu viens apprendre à l'école. L'IA remplacera pas jamais ça, tu sais. L'IA activateur de joie, j'aime ça. Ou la connaissance activateur de joie, l'expérience Ouais. activateur de joie, mais à travers les possibilités puis les bénéfices de l'IA. Merci, Alexandre. Marie, j'ai envie de continuer avec toi. Comment ça transforme pour toi l'intelligence artificielle, l'expérience justement d'enseigner, d'apprendre, d'évaluer? Ben, wow, c'est gros comme question. Je le sais. J'adore écouter Alexandre. J'écoute Alexandre, puis ce que je choisis de comprendre de ça, c'est qu'Alexandre marche le chemin d'être un apprenant en 2026 avec ces outils-là qui sont à notre disposition. Puis je me dis juste de voir qu'Alexandre nous partage comment lui est un apprenant d'abord, ça me donne le goût qu'il soit mon enseignant. Tu sais. Fait que ça change quoi? Bien, on évalue ce qu'on enseigne. Alors, ma question, c'est, si je suis en salle de classe en 2026, il y a plein de questions que je peux me poser. Mais est-ce que je marche le chemin? Parce qu'on enseigne qui on est. Puis ça, c'est plus important que quoi que ce soit, là. Nous, on peut être à jour, même si le programme ne l'est peut-être pas. Vous me suivez?
Donc, moi, je peux me garder à jour. Moi, je peux être en mouvement, puis j'enseigne ça. Je ne peux pas enseigner ce que je n'ai pas. Je ne peux pas enseigner le chemin que je n'ai pas marché. Donc, c'est important de marcher le chemin. Donc, ça, ce serait ma première réflexion. Deuxième réflexion, c'est on n'enseigne pas pour faire des bulletins. Hmm. Assigner une tâche, c'est pas enseigner. L'enseignement commence quand je suis en relation avec l'apprenant. L'essentiel est invisible pour les yeux. Troisième point, je pense qu'il faut transposer les principes andragogiques en pédagogie. Donc, ça change quoi? La première chose, je pense qu'Alexandre disait, ou je ne sais pas si c'est toi, Stéphanie, c'est la réaction au départ, c'était d'avoir peur de ça, puis de dire, OK, on va essayer de trouver des façons d'authentifier la preuve d'apprentissage. Ça allait bien en 1985, tu reconnaissais la calligraphie, tu savais que c'était le petit Jérémie qui l'avait écrit. Aujourd'hui, comment je fais pour authentifier ça? Bien, j'ai le goût de commencer avec l'idée du sens. C'est quoi le sens de la présence scolaire? Je vous lis une petite... ça me fait penser à ça, là. Une citation de Viktor Frankl dans Man's Search for Meaning, qui dit ceci: « Entre le stimulus et la réponse, il y a un espace. Dans cet espace réside notre pouvoir de choisir notre réponse. Dans notre réponse se trouve notre croissance et notre liberté. » Fait que la question que j'ai le goût de poser aux gens qui sont en salle de classe présentement ou qui œuvrent en éducation, en appui à la salle de classe, c'est comment on se sent présentement face à l'arrivée de l'IA et est-ce qu'on est libre présentement? En d'autres mots, est-ce que je suis intentionnel et conscient des stratégies pédagogiques que je choisis dans ma salle de classe ou est-ce que j'ai des réactions défensives pour essayer de continuer continuer à exister à une époque qui n'existe plus? Donc, si je ne suis pas conscient de mon fonctionnement, si je pense qu'il n'y en a pas d'espace entre 2022 ChatGPT et la réaction pédagogique que je déploie je suis en mode survie pédagogique pour pas que les jeunes trichent, je ne suis pas libre. Je ne tripe pas ma vie en éducation et probablement que je crée, sans en être conscient, un milieu de vie où peut-être les gens sentent que j'essaie de les surveiller ou de les contrôler. Puis il n'y a personne qui veut ça, puis il n'y a personne qui fait exprès pour faire ça. Fait que la première chose que je dirais, c'est qu'est-ce que ça change? Est-ce que je suis capable de m'observer puis de voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? On enseigne la métacognition. Quand on parle de pensée critique, je veux réfléchir à comment je réfléchis. OK. Est-ce que je peux réfléchir à comment je réfléchis à mes pédagogies présentement? Puis ce qu'on sait, si on pousse la métacognition encore plus loin, c'est est-ce que je suis capable d'observer mes pensées, quelles émotions elles suscitent en moi? C'est quoi l'histoire que je me raconte que ça veut dire la présence de l'IA dans mon milieu? Comment je me sens face à ça? Parce que ce qui sort de moi, c'est ce qui est déjà à l'intérieur de moi. Puis ça, je peux le choisir. Puis je me dis, si on peut amener les jeunes à comprendre ça, on entend parler beaucoup de violence puis d'habileté sociale dans nos écoles. Il y a beaucoup de ressentis. Est-ce qu'on sait comment composer avec ça? Fait que pour moi, ce que ça change dans le processus d'enseignement et d'évaluation, je donnerai des stratégies concrètes pour vérifier l'apprentissage tantôt, plus pratico-pratique lundi matin, qu'est-ce que je peux faire, là? On en parlera plus tard. Mais juste sens large, là, bien, est-ce qu'il y a un espace où on parle de comment on se sent quand on fait une erreur en classe? Parce que l'IA, de moins en moins, va en faire. Parce que faire des choses difficiles, comme suggère Alexandre, ça veut dire que j'ai une relation positive avec l'effort. Ça veut dire que je me donne le droit de ne pas être parfait. Ça veut dire que je peux prendre un risque social en salle de classe puis dire, moi, c'est ce que je pense présentement de ce que M. Alexandre vient de présenter. Moi, j'en suis là dans ma compréhension. Il faut que je demande à mon chum copilote ou autre. Mais ça, j'ai comme le goût de le mettre sur la table parce qu'ici, on a un milieu de vie où c'est sécuritaire de parler de ces choses-là. Fait que si je suis enseignant en salle de classe, moi, je voudrais m'occuper de moi en premier. Qu'est-ce qui se passe en moi pour m'assurer, est-ce que je suis libre? Parce que l'éducation d'aujourd'hui, on veut activer notre curiosité. On ne veut pas être dans la certitude. Curieux de où en sont les apprenants qui sont devant moi parce que mon rôle, c'est de les amener à progresser. Puis si je ne sais pas où ils se situent par rapport au site d'apprentissage, je ne peux pas les amener à progresser. Donc ça, Clairement. je ne veux pas prendre trop de temps, fait que c'était ça, là.
je vous laisse rebondir là-dessus, mais en gros, pour moi, l'intelligence émotionnelle, puis prendre soin de moi pour m'assurer que je l'ai choisi consciemment, pas comme mécanisme de protection, mais pour propulser ces jeunes-là qui sont devant moi. Là, tu viens de déposer encore une fois une grosse affaire, et puis aussi notre relation par rapport à l'erreur. Et dernièrement, je lisais une donnée statistique sur les jeunes face à la désinformation et ils faisaient vraiment beaucoup confiance aux résultats de l'intelligence artificielle. Donc, ils sous-estiment les biais, les erreurs, les hallucinations que l'intelligence artificielle peut avoir. Donc, il y a vraiment un sens aussi à mettre par rapport à l'erreur ou à développer en salle de classe. Puis ce sentiment de sécurité psychologique de sentir qu'on a le droit d'en parler, on a le droit d'être et on a des émotions. OK, sac à papier, Marius, beau gros morceau pour partir dans la transformation des pratiques des enseignants. Je vais continuer avec Martin. Tu sais, tu sais, là, on a parlé beaucoup du fonctionnement humain de l'enseignant, finalement, par rapport à l'IA. On a parlé de ce que ça peut transformer aussi dans les pratiques avec Alexandre. Tu sais, de ton côté, je sais pas si tu as envie de stepper un peu plus loin dans l'évaluation tout de suite, mais tu sais, j'ai envie de t'entendre en te laissant le champ libre, bien sûr. Je t'influence un peu, mais je te laisse le champ libre pour rebondir. C'est bien correct. On peut parler d'évaluation. C'est un sujet de passion pour moi de toute manière. Puis pour moi, ben en fait, ce qui est vraiment le fun en écoutant Alexandre, Marius, ben vous venez chercher plusieurs choses chez moi là. Pour moi, quand j'entends cette citation-là, Marius, stimulus, espace, réponse, l'espace, moi, je vois traitement de l'information, je vois apprentissage. Alors, pour moi, c'est ce que j'entends là-dedans. Puis, je vois aussi évaluation. Puis, pour revenir justement à cette évaluation-là, ben, je pense que on doit partir de la prémisse que l'évaluation, le but premier de toute évaluation, c'est d'être au service de l'apprentissage, c'est d'améliorer l'apprentissage. C'est sûr et certain, on a parlé de notes, on a parlé de bulletins. Dans plusieurs scénarios au Canada, on doit toujours mettre une note à un bulletin. Mais le sens même d'évaluation, c'est donner de la valeur à quelque chose. Donc, si on creuse un petit peu dans ce sens-là, au cœur de l'évaluation, au processus d'évaluation, ben, on a un élève qui va chercher des informations en mémoire, qui fait de la récupération en mémoire. On a un élève qui met met en œuvre des pratiques, des démarches, des habiletés. On a aussi un élève qui reçoit de la rétroaction, qui s'ajuste. Alors, c'est ça les processus d'apprentissage. C'est comme ça que l'évaluation est vraiment au service de l'apprentissage. Alors, si je me mets dans mes souliers d'enseignant, je vois des opportunités là. Alors, si je veux évaluer au service de l'apprentissage, ben, je peux demander à l'IA comment est-ce que l'IA peut être un partenaire pour mes élèves pour aider la récupération en mémoire, par exemple. Est-ce que l'IA peut, moi, je me rappelle à l'université, j'ai encore là, des petits calepins où est-ce que je m'écrivais des questions qui vont être à l'examen. Fait que, puis ça, c'était mon étude, puis je me pratiquais à répondre à ces questions-là. Mais je regarde ces calepins-là maintenant, l'IA peut faire ça. L'IA peut, fait qu'il y a quelque chose là-dedans dans cette réflexion au niveau de ces questions-là, mais si je peux accélérer ce processus-là, puis pratiquer ma récupération en mémoire de ces informations-là, ben là, ça vient d'accélérer mon processus, ça vient d'enlever certaines difficultés qui étaient non souhaitables, puis ça vient amplifier les difficultés qui sont souhaitables, qui est la récupération en mémoire. Même chose pour la rétroaction. Je peux demander à l'IA d'être mon partenaire ou d'être le partenaire de mes élèves. Si on peut offrir des critères à l'IA sur lesquels l'IA peut se baser pour nous offrir de la rétroaction, ben à ce moment-là, ça me permet d'ajuster mes démarches, d'ajuster un petit peu mes pratiques, mes compétences, mes habiletés, d'apprendre dans tout ça. Fait que ça, c'est tout. On parle de pratique. On peut probablement substituer le mot évaluation par pratique, mais on est en train de parler d'évaluation au service de l'apprentissage. Alors, pour moi, c'est ça que ça vient chercher chez moi. Et puis, la dernière chose que je pense avec laquelle je peux terminer sur ça, c'est que, puis Marius, tu l'as touché un petit peu,
te parler d'apprendre à apprendre, dans le fond. C'est ça qu'on veut. Puis Alexandre te dit la même chose. C'est une posture, c'est une ouverture d'esprit. Mais si on rend explicite ces étapes-là dans l'apprentissage, l'espace entre le stimulus et la réponse, si on rend ça explicite, puis on enseigne ça de manière explicite à nos élèves, et en même temps, on enseigne explicitement comment utiliser l'IA comme partenaire de réflexion, ben, on est en train d'enseigner à nos élèves comment apprendre. Fait qu'on est en train de parler de la métacognition, on est en train de parler d'apprendre à apprendre. Fait que je pense que faut se rappeler de notre définition de l'apprentissage, puis ça va nous orienter dans tout ça. Fait que, tu sais, j'entends beaucoup que vous nous envoyez vers donner du sens à la présence et à l'utilisation de l'intelligence artificielle, finalement. Puis, tu sais, Martin, j'aime ça quand tu dis le voir comme un partenaire. Ça fait vraiment moins peur que quand on dit l'IA, tu sais, elle peut faire des choses à ma place ou à leur place. Puis là, je sais plus comment démêler tout ça. Et je vais passer la fin de semaine à évaluer les travaux de mes élèves pour voir s'ils l'ont fait avec l'IA ou pas. Puis là, ça devient comme une drama. Mais c'est vraiment pas le sens dans lequel vous êtes en train de nous diriger. Vous êtes vraiment en train de mettre chaque acteur du milieu de l'éducation au cœur de son processus d'apprentissage, puis qui guide justement ce processus d'enseignement-là et d'évaluation pour qu'on puisse s'améliorer toujours. Normand Roy, comment ça influence là, pour toi la pratique ou la formation finalement enseignante? Ouais, ben, merci beaucoup des différents partages, là, tu sais, puis pour moi, il y a comme deux gros enjeux, ben pas des enjeux, mais deux côtés à la médaille, hein, tu sais, d'un côté, on se questionne beaucoup, justement, ben, ça va être quoi développer les compétences disciplinaires avec et sans l'IA? Puis, tu sais, le petit parallèle que je peux faire rapidement, puis c'est pas le meilleur parallèle, mais on l'entend souvent, la fameuse calculatrice, tu sais, on apprend les mathématiques sans la calculatrice et avec la calculatrice, on a repensé en se disant quelles sont les étapes qu'on doit faire. Donc, on va appeler ça la didactique de la mathématique. Hein, on va réfléchir à qu'est-ce que je dois faire. Bien, l'IA nous chamboule un peu. Bien évidemment que l'IA peut rédiger un texte bien mieux qu'un jeune de 6-7 ans. Mais Alexandre l'a nommé, mais c'est pas tant d'écrire le meilleur texte possible qu'on cherche à développer chez notre jeune de 6-7 ans. Hein. C'est d'apprendre à écrire, le goût d'écrire, d'aller chercher ça à travers aussi un ensemble d'éléments qui vont lui servir plus tard. Donc ça, pour moi, vraiment, cette idée-là de réfléchir comment on va développer les compétences avec et sans l'IA, en tout cas, ça nous questionne dans les universités, mais pas juste au primaire secondaire, hein, mais jusqu'à l'université, on a le même problème avec nos compétences de chercheurs. Comment je fais pour développer des compétences de chercheur à l'ère de l'IA? C'est quoi un mémoire puis une thèse à l'ère de l'IA? En fait, là, je suis rendu à l'université, mais c'est le même problème parce que l'IA fait mieux les choses que lorsque je commence à rédiger. Mais c'est avec le temps qu'on comprend que, mais c'est pas ça, faire de la recherche, c'est pas ça, lire un texte scientifique. Ben ça, faut l'apprendre. Martin t'a nommé, hein, apprendre à apprendre. Mais faut l'expliquer. C'est pas intuitif de comprendre que finalement, quand je le fais, je fais travailler des choses dans ma tête. Je suis en train de creuser des petits chemins qui vont me servir plus tard. Mais il faut le rendre explicite, ça, je crois. Ça. Des fois, on entendait des fois en France, ben, tu verras plus tard pourquoi tu as appris ça. Mais c'est peut-être pas la meilleure idée, la meilleure stratégie ici. Il y a une raison pourquoi on le fait, en fait. L'autre côté de la médaille, hein, on parle des compétences disciplinaires, mais il y a aussi, on dirait, tout aussi un élément de comprendre l'IA. Tu l'as nommé, Stéphanie, avec la désinformation, mais comprendre ce que c'est l'IA, la littératie de l'IA, bien ça s'ajoute un peu quand même. Ça va être la responsabilité d'un peu tout le monde. Autant comme enseignant, on va devoir comprendre un peu la bête pour être capable de savoir où j'en veux pas, comprendre les limites, parce que aussi clair que c'est que lorsque je vais sur ChatGPT l'utiliser, je me dis « ceci est de l'IA », bien, dans un avenir assez rapproché, ça va être de moins en moins clair. On le voit déjà avec, je fais une recherche sur Google, il y a un petit bloc de texte en haut. Ça a pris du temps aux gens à expliquer que quand on faisait une recherche sur Google, les 3-4 premiers liens, des fois, c'était des publicités. Hein? Là, les gens ils ont compris que, c'est pas au hasard, le premier en haut a peut-être payé pour ça. Là, je pense que ça, on a commencé à le comprendre. Mais là, on ajoute une deuxième couche que, finalement, il y a même un texte en haut que c'est de l'IA. Puis même qu'on a entendu des modèles d'affaires que OpenAI pourrait pousser de la publicité dans ses réponses. C'est pas impossible dans un avenir rapproché qu'on pourrait aller jusque-là. Donc là, la question qui se pose, c'est mais qu'est-ce qu'on doit savoir sur l'IA? Fait que pour moi, ces deux enjeux-là, là, je reviens à ta question, Stéphanie, formation enseignante. Bien, c'est sûr que lorsqu'on va se commencer formation continue, formation initiale, bien là, il y a comme une tension entre qu'est-ce que c'est apprendre le français à l'ère de l'IA puis sans l'IA? Puis faut y réfléchir. Puis de l'autre côté, il faut que je comprenne la bête de l'IA, comprendre un peu ça. Fait que pour moi, ça ouvre quand même,
j'ai qualifié en ce moment des nouvelles habiletés, des nouvelles connaissances, là. Donc, il y a quand même quelque chose qui bouge en ce moment. On réfléchit à cette fameuse didactique du français de l'univers social, là. Fait que ça, je pense que c'est ce qui est en transformation en ce moment. Mais je crois qu'il y a plusieurs acteurs des milieux l'ont pris vraiment à cœur puis ont y réfléchi. Mais Martin, Alexandre puis Marius, vous l'avez nommé, si on revient à l'essentiel, c'est quoi apprendre, c'est quoi nos apprenants qui sont devant nous, ça va naturellement se coller une fois qu'on va avoir compris un peu la bête, la machine. Mais je crois que là, il y a quand même encore une tension que je pense qu'on attaque de front en ce moment dans les milieux scolaires. Je suis plutôt optimiste, là, honnêtement. Là, mais... Oui, bien, il faut rester optimiste. Puis là, Normand, j'ai fait un exercice mental en t'écoutant. Chaque fois que tu disais la bête, je transformais par mon partenaire. Ça me paraissait moins effrayant. Apprendre à connaître son partenaire, ça donne plus envie que de découvrir la bête. Caroline, il va m'avaler. Finalement, j'irai jamais là. Mais continue de le dire aussi, là, si ça te va. Mais là, j'ai décidé de choisir le chemin du partenaire de Martin. Et là, je trouve que ça me donne le goût de revenir. Mais vous parlez finalement de revenir à l'essentiel, finalement, du cœur de l'enseignement, du cœur de l'évaluation. Il doit servir à quoi? Puis là, ce que j'entends, c'est l'apprentissage. Puis, tu sais, une fois que tout ça est dépoussiéré, on va dire un petit peu des obligations, finalement, qu'on s'est données là, pour lier toute cette histoire-là de notes, de plein de choses, de requis. Ben, on dirait que ça donne, j'ai l'impression, de la liberté, comme Marius disait, aux enseignants. Là, j'ai envie de faire un autre tour avec vous autres pour aller peut-être un peu plus vers ce que Marius a dit, là, tu sais, lundi matin, dans ma classe, maintenant que je sais que l'intelligence artificielle peut être un partenaire de tu sais, pour moi, pour enseigner, pour évaluer, et que ça fait partie finalement d'outils d'apprentissage dont disposent les élèves de manière plus ou moins validée, confirmée, autorisée, je sais pas comment le nommer comme ça, mais dis-moi, ça fait partie de tous les outils finalement numériques qu'on a à notre portée. Euh, j'ai envie de peut-être commencer avec Marius. Tu sais, tu as dit dans lundi matin, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Yes. Concrètement, quelques stratégies. Puis mettons que je prends comme 30 secondes juste pour boucler la boucle sur l'orientation, tout ça. Je vous ai parlé avec ma petite affirmation du début. Est-ce qu'on est prêt à ressentir, à faire preuve de curiosité et d'humilité? On a touché à la curiosité, on a touché à ressentir. L'humilité, pour moi, c'est important. La question qui me hante depuis 2022, c'est est-ce que c'est possible que nous atteignions toutes nos cibles de projets éducatifs et que les élèves ne soient toujours pas préparés au monde d'aujourd'hui? Est-ce que c'est possible? Donc, je me dis, est-ce qu'on sait vraiment tout ce que les jeunes ont besoin pour prendre leur place? OK. Donc, si la réponse c'est non, bien, peut-être qu'il faut faire une place, l'espace, où ce n'est pas le contenu qu'on sait qu'ils doivent apprendre, qu'ils vont apprendre, mais c'est un espace où on va amener le jeune à découvrir pourquoi il est unique. Quand on fait un affichage de poste, on demande à la personne pourquoi on te prendrait toi. Bien, l'unicité. Est-ce qu'on peut créer un espace où on ne sait pas? Donc, où le début du processus, ce n'est pas un résultat d'apprentissage clairement défini, mais c'est une démarche. Puis à la fin, on va voir clairement, en regardant derrière, qu'est-ce qu'on a appris du parcours, puis apprendre aux jeunes comment offrir leur cadeau unique au monde, devenir l'entrepreneur de ta vie. Je sais que ce n'est pas ça qui se passe lundi matin, ce n'est pas le setup en éducation, et j'avais besoin comme de le déposer. Je pense qu'il faut créer un espace où on apprend à connaître qui on est, puis on apprend à l'offrir dans un monde rempli d'incertitudes. Lundi matin, il y a un programme. L'éducation fonctionne comme un GPS. Si je veux vraiment bien faire mon travail, je veux que ce soit clair ce que les élèves doivent apprendre. Donc, une pratique vraiment facile à mettre en place, c'est je prends mon document d'apprentissage essentiel, je lui donne 2-3 exemples de comment je veux que ce soit formulé, les résultats d'apprentissage, à la première personne du singulier, en mots que les élèves comprennent. C'est écrit quelque part au tableau, dans le numérique. Ça, c'est la cible. Ça, c'est pourquoi tu es ici aujourd'hui. Pas page 27, numéro 1 à 4. Ça, c'est la cible. Ça, là, tu mets ton PDF dans ChatGPT ou autre. Tu lui dis, voici quelques exemples de formulation. Je veux que tu traduises les apprentissages essentiels
en résultat d'apprentissage que je vais pouvoir communiquer clairement à mes élèves parce que je veux que ce soit clair pour eux pourquoi ils sont là. Pourquoi on va faire telle tâche aujourd'hui. Donc, la cible est claire. Ensuite de ça, ma tâche, c'est de déterminer dans ma conception pédagogique comment je fais pour déterminer où se trouvent mes élèves. Je dois entrer en relation avec eux pour savoir ils en sont où. Problème majeur, l'IA m'amène peut-être à douter que la production que l'élève me soumet, peut-être que ça ne vient pas 100% de lui. Mais ce n'est pas une compétition, l'éducation. Donc, peut-être qu'il faut ouvrir le dialogue. Peut-être que j'ai besoin des stratégies pour amener les élèves à rendre leur pensée visible pendant qu'ils sont en salle de classe avec moi. Donc, il y a des stratégies pour ça. La stratégie la plus facile pour commencer, il n'y a pas un manuel scolaire qui ne vient pas avec une liste de questions de compréhension. Bon, on efface le mot compréhension, on remplace ça par discussion. Donc, l'élève est amené peut-être à réfléchir au contenu, à trouver ses réponses, puis après ça, qu'est-ce qu'on va faire? Parce qu'ici, on va valoriser le processus, pas le produit. On va valoriser le temps d'acquisition. Comment tu t'y rends, toi, à la bonne réponse? Parce que la bonne réponse, celle-là, on la connaît. Quand tu vas être l'entrepreneur de ta vie, tu ne la connaîtras pas au début, ta réponse. Il faut que tu trouves comment tu vas les trouver. Fait que moi, je veux activer ma curiosité. Comment ils réfléchissent, mes élèves? Fait que ça me prend des stratégies pour faire ça. La façon la plus simple, c'est d'ouvrir la conversation, toutes sortes de structures pour le faire. Commencer lundi matin. Et là, ce que je veux faire, c'est valoriser la réflexion de mes élèves. Activer ma curiosité, je veux en savoir plus. Je ne veux pas les corriger publiquement. Si je les corrige publiquement parce que moi, je le sais que ce qu'il vient de dire, le petit Jérémy, ce n'est pas la bonne réponse. Jérémy vient d'apprendre que dans ma classe, ce n'est pas sécuritaire de parler parce que si je ne dis pas la bonne chose, je me le fais dire en avant de mes chums. Je veux valoriser la réflexion. Je veux, après ça, amener de la clarté puis demander aux élèves comment ils se sentent d'avoir partagé ça. Comment ils se sentent quand ils ne l'ont pas du premier coup. On peut-tu nommer ces choses-là? Que c'est pas le fun de ne pas savoir parfois. Des fois, on se juge sévèrement. Donc, si je veux valoriser le processus, questions de compréhension deviennent des questions de discussion. Mais là, tu fais beaucoup référence aussi à la triangulation, finalement. La triangulation, pas par la production, nécessairement. Je veux pendant parce que je veux agir sur l'apprentissage. Puis pour agir sur l'apprentissage, je dois savoir mes élèves réfléchissent comment, interagissent comment avec le contenu. Puis je voudrais même les encourager à interagir avec l'IA. Je voudrais même leur fournir des prompts au début, puis leur demander de dire comment toi, tu as posé tes questions. OK, puis maintenant, toi, tu penses quoi de ça? Donc, ça, c'est juste une stratégie. Il y a le pense-parle-partage traditionnel. Il y a la question charnière. Il y a le débat à quatre coins. Il y a le billet de sortie. Toutes des stratégies qui peuvent très bien transitionner vers l'ère de l'IA, qui nous permettent de rendre la pensée des jeunes visible et qui permettent de valoriser l'apprentissage socio-émotionnel, apprendre à se connaître en tant qu'apprenant et de développer les habiletés métacognitives des élèves. J'ai juste 4 minutes. Mais ça, là, en gros c'est ça que je voulais déposer. Lundi matin, je peux faire ça. Mais ce que ça va me demander, c'est que je lâche le contrôle parce que là, je laisse une voix à l'élève. Puis je dois avoir des stratégies pour animer tout ça, pour structurer tout ça, donner un sens à tout ça. Donc, ça va mettre un stress sur ma pédagogie, mais ça va générer toutes sortes de preuves d'apprentissage en temps réel. Je ne repars pas avec ma pile, là. C'est ça. J'aime ça, Marius, puis j'ai envie de retourner vers Alex, qui justement accompagne plusieurs enseignants. Quelles sont les stratégies que tu vois qui peuvent aider les enseignants à voir l'IA comme leur partenaire, puis transformer tranquillement leur pratique, considérant la présence de l'IA? Comment tu fais La- ça? Les profs, euh, les profs qui me disent, tu sais, ah, moi j'enseigne ça depuis 15 ans, puis je sais quoi faire, je dis le simple fait de dire comment mes élèves peuvent être plus actifs avec ce que j'enseigne tout le temps, quels nouveaux exemples par rapport à cette notion mathématique je pourrais utiliser avec mes élèves. Le simple fait de formuler sa requête avant même d'avoir la réponse de l'IA, c'est déjà pour nous-mêmes une pratique métacognitive intéressante. C'est déjà le fait d'avoir à mettre ça en mots, c'est vraiment, vraiment le fun. Je vais juste faire un lien aussi avec ce qu'on dit depuis le début à propos des élèves. J'ai vu des élèves cet automne où je leur ai dit, tu sais, l'IA va vous créer une illusion d'apprentissage. Elle peut t'expliquer la physique nucléaire,
Puis tu vas avoir l'impression de comprendre la physique nucléaire, mais jamais tu passerais le moindre examen en physique nucléaire, ce serait catastrophique, tu sais. Fait que tu as l'impression que tu comprends, est capable de t'expliquer comme si tu avais 5 ans. Ça veut pas dire que tu as appris, ça veut pas dire que tu as vraiment une nouvelle connaissance, une nouvelle, tu sais, compétence. Puis je leur montrais comment il fallait travailler, tu sais, puis que l'IA peut t'aider à faire ça. Tu sais, les flashcards là, que Martin disait, tu sais, avant j'utilisais avec des flashcards, l'IA peut voir où tu as eu mauvais, après, tu sais, où tu t'es trompé, puis après ça, te suggérer, t'expliquer mieux ce que tu n'avais pas compris, tout ça. Puis quand j'ai revu ces élèves-là plusieurs mois après, il me disait c'était la première fois qu'il étudiait, en secondaire 5, là, première fois qu'il étudiait, qu'il comprenait un peu comment aller plus loin. Tu sais, les profs disent ça aux élèves, étudie, puis là, ben, l'élève, il fait juste réviser ses notes, puis tout ça, c'est pas très clair. Là, il se faisait faire des quiz, créer des quiz par l'IA, des cartes mémoire, le apprentissage guidé, puis tout ça, puis ça les avait énormément rassurés pour le cégep. Ils se disaient, j'ai vu des jeunes qui disaient, moi, je m'en vais étudier mettons, en philosophie l'an prochain, là, puis je sais que je vais comprendre, je sais qu'il n'y a rien qui va être à mon épreuve. Mais c'est extra, ça, je trouve ça extraordinaire, tu sais. Au lieu de les laisser à eux-mêmes, là, ils se sentent équipés, tu sais. Pas pour tricher, pas pour écrire à ma place, c'est genre, je sais que je vais être capable de comprendre, puis tu peux vivre n'importe quel groupe, dans n'importe quelle matière. C'est vraiment un gros, je trouve. Puis tu sais, j'essaie d'expliquer aux profs qu'on peut imaginer des choses qu'on n'a jamais pu faire. Comme on a fait un test chez nous où on a mis les élèves devant un début de texte généré par l'IA. C'est un gem là, dans Gemini, c'est comme c'est comme un chat déjà en ligne là, tu sais, pour les élèves. Puis au fond, le GEM savait quoi faire dans Gemini, il savait comment aligner l'élève, c'était tout déjà créé par le prof. Mais là, l'élève, son expérience, c'est il se fait mettre dans un monde imaginaire. Puis il faut qu'il écrive le paragraphe suivant et qui décide, c'est comme un livre dont vous êtes le héros. J'ai fait ça avec Bruno Demers chez nous, c'était génial. C'est comme un livre dont vous êtes le héros, mais là, tu choisis le prochain paragraphe. Tu sais. Puis là, tu écris ce qui se passe. Là, l'IA écrit le paragraphe suivant. Puis là, l'élève écrit le paragraphe suivant. Puis là, ben, il y a un échange. L'histoire avance avec l'IA puis l'élève. Puis l'élève, là, il est complètement en écriture. Là. Il n'est pas devant la page blanche. Il n'est pas devant, comme je disais tantôt, si j'ai amené, posé, divisé. Tu sais, on est vraiment dans le plaisir d'écrire. Ça devient juste le vivre comme adulte, c'est vraiment le fun. Fait que puis là, le prof, lui, il peut travailler telle notion, en même temps, on va travailler les adjectifs, puis tout ça, tu sais, il peut enligner ce robot-là conversationnel comme il veut. Mais ça, c'est des choses qui étaient absolument impossibles auparavant, tu sais. Le même prof met ses élèves devant un notebook LM, puis le notebook LM, il est enligné en lecture seulement pour les élèves. Ils peuvent interroger le robot, puis ils lisent une œuvre libre de droit, là, tu sais, le chien des Baskerville, un Sherlock Holmes, tu sais. Mais il y a plein de choses qui sont créées tu sais, le prof est capable d'enligner le robot conversationnel pour pas donner des résumés de chapitres. Tu sais, il sait au fond, notre Booklem sait qu'il s'adresse à des élèves. Mais ça, c'est génial. Ça permet aux élèves ils ont à lire le roman, mais ils peuvent lire plus, un peu comme dans mon exemple du début, ils peuvent aller plus loin dans leur lecture, tout ça. Ça peut les accompagner, tout ça. C'est vraiment tous des exemples un peu intéressants, des choses qu'on n'avait jamais vues, mais il faut les partager, ces idées-là, parce que c'est pas dur à faire. C'est pas techniquement difficile à faire. C'est dur à imaginer, sortir de notre statu quo, là, de ce qu'on fait tout le temps. Tout ça. J'adore ça, Alexandre. Puis tu sais, ça rejoint le plaisir d'enseigner, le plaisir d'apprendre ce que tu es en train de présenter. Et d'ailleurs, on va avoir un article en préparation pour l'école branchée, donc on donnera ce genre de stratégie-là dans notre fil d'actualité. Je vais continuer avec Martin sur l'évaluation. C'est quoi qu'est-ce que tu sens qui sont les stratégies concrètes que les enseignants peuvent déjà commencer à adopter en lien avec la présence de l'IA? Oui, ben, je pense que pour moi, il y a des choses qui vont être utiles pour tous les niveaux. Il y a des choses qui vont être plus utiles peut-être pour les plus jeunes, puis plus utiles pour les plus vieux. Pour tous les niveaux, ce qui est non négligeable, c'est vraiment des connaissances de base en littératie, en numératie. Alexandre, tu viens de parler du sentiment de compétence des élèves qui se préparaient pour le cégep ou le postsecondaire. Ben, ce sentiment de compétence-là, il est fondé sur le fait qu'on connaît des choses puis on a développé nos compétences en quelque chose. Fait que ça, c'est un discours que j'entends parfois parce qu'on dit, ah, ben, l'IA peut le faire à notre place. Alors, tu sais, nos élèves n'ont pas vraiment besoin de connaissances. En fait, c'est faux. Nos élèves ont besoin de connaissances, pour penser critiquement. Puis pour aussi critiquer ce que l'IA va nous donner. Alors ça, c'est la base.
Puis ensuite, ce que je dirais, et ça se fait même au niveau des élèves de la maternelle jardin, 4 ans, 5 ans, c'est d'avoir une discussion sur qu'est-ce qui est artificiel puis qu'est-ce qui est naturel. Alors ça existe déjà dans les programmes cadres à travers le monde. Quand on parle d'intelligence artificielle, qu'est-ce qui est naturel, qu'est-ce qui est artificiel? Puis qu'est-ce qui est sous-jacent à cette question-là, c'est ben, comment ça fonctionne l'intelligence artificielle? Est-ce que ça a une moralité? Est-ce que c'est éthique? Etc. Fait que ça, c'est une bonne chose, c'est une bonne conversation à avoir avec nos élèves et on peut l'avoir dès l'âge de 4 ans, 5 ans avec nos élèves pour dire, ben, la réponse que tu vois ou la petite voix que tu entends sur l'haut-parleur à la maison, est-ce que c'est un humain qui est derrière ça? Est-ce que ça a une moralité? Est-ce que ça sait quand que ça fait quelque chose de bien ou de mal, etc. Fait que ça, déjà, je pense que c'est une bonne première étape dès lundi matin, commencer à parler de ça à cause que ça nous entoure, l'intelligence artificielle. Et parfois, on entend des élèves qui font confiance aveugle à les réponses de l'intelligence artificielle et ils pensent que c'est un être humain qui répond, mais c'est pas un être humain. Ça suit un code, une programmation, c'est des probabilités mathématiques et ça n'a pas de moralité. Fait que ça, c'est important euh, pour tous les niveaux, mais beaucoup pour nos plus vieux, c'est vraiment de l'ancrer à nos routines qui existent déjà en salle de classe. Alors, si on présente des questions en les routines du matin au primaire, ou est-ce que, tu sais, on présente quelques questions, ben, on peut modéliser l'utilisation de l'IA pour nous dire, ben, voici les sujets qu'on a vus dans les dernières semaines. Peux-tu nous proposer 3 questions? Puis là, ça vient créer un espacement dans l'apprentissage, dans notre enseignement, dans notre évaluation aussi. Pour les plus vieux, on peut carrément leur donner un espace, un moment de temps où est-ce que eux font leur étude. On veut qu'ils étudient d'avance. Ben, utilisez l'IA comme partenaire pour votre récupération en mémoire, pour générer des questions. Puis, tu sais, on peut même se faire un partage en salle de classe qui a généré les meilleures réponses, qui a eu la meilleure requête, le meilleur prompt pour générer la meilleure question. Puis carrément, on peut faire le choix de c'est quoi la meilleure question et pourquoi. Là, on parle de pensée critique. Et ça peut apparaître à l'évaluation. Fait on peut jouer avec ces idées-là. Ça existait tout avant l'IA, mais l'IA vient amplifier le processus d'évaluation, d'apprentissage à l'intérieur de nos salles de classe. Fait que moi, c'est ce que je proposerais. Puis je suggère vraiment de s'ancrer à des routines déjà existantes dans nos salles de classe. Sinon, ça devient comme, je me fie un peu à James Clear, Atomic Habits. Si tu veux si tu veux faire un changement, ben, ancre-toi dans une routine déjà établie. Ça va être beaucoup plus facile. Puis ça revient à l'idée, ben, en tant qu'enseignant, on est bombardé de demandes, d'informations. Mais si on peut l'ancrer à une routine déjà existante, ben, ça vient faciliter notre vie un petit peu, là. J'adore, Martin, merci. En fait, tu proposes de faire de la littératie de l'IA en même temps que tu t'en sers pour des visées d'évaluation. J'adore ça. Là, préparez-vous, Alexandre, Martin, Marius, parce que tantôt, on s'en va au mot de la fin. Je vais vouloir votre mot de conclusion, ce qu'on doit retenir. Puis je poursuis avec Normand de ton côté. Qu'est-ce que tu as à partager comme exemple? Ouais, ben ce que j'entends, c'est vraiment intéressant. Là. J'ai pas besoin de répéter tout ça, mais tu sais, on le nomme, là, se remettre en posture d'apprenant. Je pense que ça a été dit dans une autre des ateliers, mais tu sais, la tolérance à l'ambiguïté un peu, là, mais tu sais, je vais vous donner un exemple très concret parce que on n'imagine pas toujours ce que l'IA peut vraiment faire pour nous aider parce qu'on ne sait pas. En fin de semaine passée, on était avec une quarantaine de jeunes. On a fait un hackathon, en fait, où les jeunes, Cégep Université, devaient développer des solutions avec l'IAG pour l'éducation. Donc, il y a eu 9 solutions développées. Pas ça qui m'intéresse ici tant que ça, que les jeunes, quand ils sont arrivés, ils n'avaient pas idée de ce qu'ils étaient capables de faire carrément avec l'IA. Ils ont développé de l'IA avec de l'IA. C'est vraiment, tu sais, la prochaine génération, ça s'appelle du vibe coding, mais le vibe coding, c'est de coder sans savoir coder. Nous avions des jeunes qui savaient coder, mais il n'y avait aucune idée de jusqu'où ils étaient capables d'aller en 48 heures, en fait. Donc là, ils ont eu l'occasion en 2 jours de rencontrer des ingénieurs informatiques, des gens très compétents, mais tout le monde a comme mis leurs idées ensemble pour développer des solutions, apprendre autrement.
Et là, vraiment, même moi, j'étais comme, oh mon Dieu, comment on fait pour s'en aller? Puis un des jeunes a dit, je savais pas que j'étais capable de faire ça, en fait. Et là, vraiment, ces interactions-là, c'est des occasions d'apprentissage qu'on a eues. Au-delà du produit qui a été développé, ils ont développé des choses incroyables. Mais ce que je veux mettre en évidence ici, c'est l'occasion. Comment ils sont arrivés à faire ça, en fait, en mettant à profit de l'IA. Ici, c'était du vibe coding, c'est-à-dire que l'IA les aidait à développer en essayant de faire une solution, mais avec des interactions, ils étaient en équipe, ils échangeaient, ils discutaient, ils cherchaient à résoudre le problème. Résoudre le problème, trouver une solution. On est vraiment dans des compétences qu'on cherche à avoir. Donc, je reviens à ta question un peu. Ouais, mais moi, je suis un enseignant. Bien, il faut reprendre un peu cette posture-là quand même comme enseignant, c'est-à-dire de se dire, hey, je suis un apprenant, moi aussi. On est des apprenants tout au long de notre vie. Hein. J'ai appris en fin de semaine, il y a des choses que je ne savais pas du tout. Donc, ça, je crois que fondamentalement, lundi matin, c'est de se dire, ah, faut-tu vraiment que je redevienne un apprenant? Bien, on l'est tout au long de notre vie, mais je crois que ça anime nos acteurs de l'éducation. Hein, ça, je crois vraiment qu'on le voit dans les conférences, les ateliers. Donc, fait que je veux juste vous partager que pour moi, effectivement, là, se remettre en posture d'apprenant, c'est quelque chose qui devrait nous aider vraiment, nous, en se disant, ben, je n'aurai pas le contrôle sur tout, là, mais je comprends l'apprentissage, je comprends ça. Donc, ça, pour moi, c'est quelque chose qui devrait être un vecteur de transformation là, pour les années à venir. Ouais. J'adore garder cette posture-là. Puis donc, ça veut dire aussi d'aller vers ceux qui peuvent les aider justement à apprendre comment, un peu comme trouver son Alexandre dans son milieu. Trouvez votre Alexandre, connectez-vous à cette personne-là, puis continuez d'apprendre à voir comment ça peut transformer votre pratique. Mot de la fin en rafale, qu'est-ce qu'on doit garder comme mot, puis en lien avec la thématique d'aujourd'hui, comment l'IA peut transformer les pratiques d'enseignement et d'évaluation. Marius, ton micro est déjà ouvert, vas-y donc. Hey, quelle joie de vous écouter, hein? C'est wow! OK. Numéro 1, marcher le chemin d'être un apprenant 2026. Juste découvrir ce qui est possible comme apprenant. Ensuite de ça, observez ce que ça provoque en vous parce que le pédagogue va être bousculé. Ce qui est stimulant pour l'apprenant bouscule le pédagogue parce que là, on se dit, wow, je dois changer. Observez ce que ça provoque en vous. Amenez ça dans votre classe, impliquez les jeunes dans cette démarche-là, de façon transparente. Demeurez curieux et observez l'impact de vos décisions conscientes. Je dirais ça. Marius nous plug sur le processus. J'adore. Merci, Marius. Alexandre, ton mot de la fin? De conclusion. Ton mot de conclusion, celui avec lequel on doit rester. Tu sais, les artistes en ce moment capotent un peu aussi parce que ça enlève du sens à leur truc. Le... Quand on va voir une œuvre d'art, on va vers une autre subjectivité. Tu sais, on veut aller à la rencontre d'un autre humain. On a un livre qui a été écrit il y a 500 ans. Tu rentres dans la tête de quelqu'un qui vivait il y a 500 ans. C'est quand même fou, tu sais. Je pense pas qu'on perde ça, IA ou pas. Puis les profs, euh, ils doivent se mettre aussi dans ce, tu sais, les élèves viennent à l'école pour voir aussi d'autres humains, voir d'autres affaires, tu sais. Je pense qu'on a peur de l'IA quand on voit ça comme une somme de connaissances à cocher. Ça, c'est super facile à remplacer par l'IA. Mais tout le fait de mettre le monde ensemble, je pense à mon ami Jocelyn Dagenet qui faisait en mathématiques des plans verticaux, tout le monde collaborait, ils se voyaient travailler, tout ça, tu sais, c'est travailler en équipe, tout ça, l'IA peut pas remplacer ça. Fait que c'est ça. C'est un peu mon mot de la fin. L'expérience d'apprentissage puis de rencontre avec les autres. Martin? Oui, j'aimerais terminer avec peut-être, ça va être des nouveaux mots, mais c'est pas une nouvelle idée. Euh, il y a quelque chose qui m'a percuté dans mes lectures dernièrement qui s'appelle la science du lien et de l'attachement, The Science of Relationships. Et puis, quand on est en présence de quelqu'un à qui on fait confiance, avec qui on se sent en sécurité, qu'on n'a pas peur d'essayer des choses, puis de recevoir de la rétroaction, quelqu'un qui a une chaleur humaine, de l'empathie, en fait, il y a ce qu'on appelle l'intégration relationnelle. Ça veut dire que notre cerveau est davantage activé et plus prêt à affronter, à assimiler des nouvelles connaissances, à réfléchir. Et puis, ça, c'est un mot qui résume un peu ce qu'on essaie de dire. Tu sais, depuis longtemps, le terrain le sait, c'est le lien qui compte avec les élèves. Alors, si on peut se donner l'espace pour faire ça, en amplifiant certains processus
avec l'IA, des processus qui sont en lien avec les difficultés souhaitables, la récupération en mémoire, euh, l'encodage d'informations dans notre mémoire à long terme, euh, la mise en œuvre de démarches, de pratiques avec l'ajustement avec la rétroaction. Rétroaction. Si on est capable de combiner ces deux choses-là, je pense qu'on est sur le bon chemin, là. Merci, Martin. Normand, et 30 ensuite, je vous secondes, conclue ouais. ça. Ben, recentrer sur l'humain, en fait, là, tu sais, je parlais de littératie de l'IA, on parle beaucoup de technique, technologie, ces choses-là. Tous les référentiels les plus récents, maintenant, ont une composante humaine très forte, puis c'est souvent même la première composante de la place de l'humain dans tout ça. Donc ça, pour moi, tu sais, c'est quelque chose que si ça peut même ramener ça à l'école, on parlera peut-être moins de justement de savoir, de contenu, d'évaluation, mais d'humain, puis de la place de tout ça. Donc ça est vraiment, ce qu'on a entendu aujourd'hui, c'est quoi? Processus, apprentissage, élève, enseignant. T'sais, on n'a pas parlé des contenus à la page 34 d'un livre. Si on s'en demande un souvenir à chacun. C'est de ça qu'on se rappelle, en fait. On a donné apprendre à apprendre. Donc, vraiment, place de l'humain, recentré sur l'humain. Si on fait ça, on va être gagnant avec IA, sans IA, puis pour l'avenir, en fait. Donc, ce serait peut-être ça mon punch final. Ouais. Ton punch final. Merci, Normand, Alexandre, Martin, Marius, pour votre générosité. Ça a été un échange extraordinaire. Moi, je nous rappelle toujours que partout où il y a des humains, il y a de l'humanité. Donc, restons connectés à ça. Merci d'avoir été avec nous pour cette série de webinaires sur les grandes questions en éducation liées à l'intelligence artificielle. Ça a été un plaisir d'animer ces sessions-là pour vous. À l'École branchée, vous allez retrouver des articles qui les résument, des ressources pour vous amener à aller plus loin. Restez connectés avec nous. Merci au réseau EdCan de nous avoir invités à collaborer avec Dodaïs également. Je vous souhaite d'utiliser l'intelligence artificielle pour définitivement amplifier l'expérience en éducation qu'on peut vivre humainement et que chacun puisse trouver ses forces, son unicité. C'est ma façon de conclure avec vous, avec tout mon cœur. Un grand merci. Bonne fin de journée.